Alors, qu'est-ce que c'est que l'informatique? Quelles sont ses différentes branches? Quels sont ses différents métiers? Vous saurez tout ceci si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis Jack, bienvenue sur Cyberpassion. Alors, il faut comprendre que l'informatique à l'origine, n'est-ce pas, ce sont deux grandes branches. Ces deux grandes branches-là sont le software d'un côté, qui regroupe tout ce qui est programmation, tout ce qui est code, tout ce qui est logiciel. Et de l'autre côté, on a le hardware, qui représente un peu le matériel, tous les éléments physiques, les composants qui sont assemblés pour former un appareil. Tout ce qui est tangible, tout ce qu'on peut toucher. Tandis que le software, c'est tout ce qui est intangible, ce qu'on ne peut pas toucher. Si on veut imager ça un peu par rapport au corps humain, on pourrait dire que le software représente un peu le cerveau avec tout ce qui est pensée, tout ce qui est mindset, tandis que le hardware, ce serait plus le corps, le reste du corps, donc avec les différents membres rattachés à la colonne vertébrale, qui pourrait par exemple représenter la carte mère d'un ordinateur. Ensuite, on peut dire que ces deux grandes branches-là, au fur et à mesure de l'évolution de l'informatique, vont se mélanger, s'imbriquer, travailler ensemble, en fonction de la spécialité et surtout en fonction de la fonction occupée aussi. En informatique, l'unité principale majeure qui doit être présente pour qu'on considère qu'on parle d'informatique aujourd'hui, c'est un ordinateur. Et l'ordinateur peut être soit un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou alors même un ordinateur de bureau. Pour fonctionner donc, l'ordinateur a besoin de l'association de ces deux éléments-là dont on a parlé plus tôt, que sont le software, c'est-à-dire le programme, et le hardware, le matériel. Lorsque ces deux éléments-là sont associés, on peut considérer valablement qu'on peut commencer à parler d'informatique. L'utilisateur donc va utiliser le programme, c'est-à-dire la partie software, pour entrer et envoyer des instructions au matériel qui va maintenant à son tour exécuter les instructions reçues par le programme et puis fournir un résultat à l'utilisateur. Voilà en gros comment ça fonctionne et voilà pourquoi ces deux branches-là sont les branches principales de ce qui est informatique. On va toujours continuer pour dire qu'à ce stade de l'évolution, on peut donc distinguer deux principales fonctions. La fonction d'analyste programmeur, ou bien encore appelé programmeur, développeur d'applications, ingénieur logiciel, ça dépendra de la compagnie où on travaille ou bien de l'activité exacte qu'on remplit. Et le programmeur va créer les programmes qui vont marcher dans l'ordinateur. Il va créer les programmes, ça peut être soit un système d'exploitation ou bien tout type de logiciel. Il va donc créer ces programmes-là. Ensuite, d'un autre côté, on a les spécialistes en électronique de façon générale ou bien maintenanciers informatiques. Ceux-là vont confectionner les éléments matériels qui vont entrer dans la composition de l'ordinateur. Ils vont les assembler des fois, ils vont les maintenir en bon état, les entretenir ou bien même les remplacer et les réparer. Voilà les deux grandes fonctions de base dans l'informatique. Très vite, on va se rendre compte, une fois qu'on a fini de travailler sur un appareil ou bien un ordinateur, disons, on va très rapidement se rendre compte que va naître le besoin de transférer les informations qu'on vient de traiter. Donc, les envoyer à quelqu'un ou bien même en recevoir. En un mot, le besoin de communiquer. Et une fois que ce besoin-là va naître, ça va faire apparaître une nouvelle fonction, une nouvelle expertise en informatique qui est celle de spécialiste réseau et communication. Donc, on va voir apparaître une nouvelle fonction dans la chaîne qui est ingénieur réseau communication, spécialiste réseau ou encore ingénieur en communication tout court. Ils vont se charger de mettre en place des voies de communication correctes, normales, qui marchent, sécurisées, de telle sorte que les informations, le flot d'informations puisse circuler entre différents appareils, entre différents ordinateurs. Ils vont mettre en place un réseau. Toujours suivant la chaîne, une fois que ces données-là sont transférées, à un autre moment, on se rend compte que ces données deviennent énormes. Il faut les gérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle fonction maintenant va apparaître, c'est celle d'administrateur de base de données. L'administrateur de base de données, c'est celui-là qui, dans l'écosystème informatique, va se charger de gérer, de manipuler, stocker les informations, les données, de telle sorte qu'elles soient correctement accessibles, de telle sorte qu'elles soient proprement sauvegardées,
proprement manipulées, proprement traitées. À ce niveau, il va toujours s'assurer que ces informations, ces données-là soient correctement mises à jour, etc. Ensuite, après l'étape de l'administrateur des bases de données, on va se rendre compte encore une fois que ces données qui sont sauvegardées, ces données qui sont stockées, etc., quelle est leur importance? On les sauvegarde, on les garde pourquoi? Comment les utiliser? En quoi est-ce qu'elles sont nécessaires? À ce moment-là, il va falloir faire apparaître une autre expertise qui est celle des Business Data Analysts ou encore Data Architect, architecte des données en un mot, qui sont des choses, ou encore Data Scientist, qui sont des fonctions qu'on entend de plus en plus et qui en fait sont tout simplement des acteurs de l'écosystème informatique qui, de façon générale, globale, vont lire les données stockées, reçues, etc., traitées, qui vont leur donner un sens utile pour l'entreprise, le business, l'industrie dans laquelle ou pour laquelle on a récolté ces données-là. Donc, ils vont lire ces données, ils vont les traiter, ils vont, en fonction de ces données, faire des prédictions, ils vont faire des statistiques, ils vont faire des probabilités, ils vont expliquer le sens de ces données-là aux décideurs, à tous ceux qui ont besoin de prendre des décisions radicales ou des décisions stratégiques pour l'entreprise. Donc, une fois que cela est fait, on va continuer et se rendre encore une fois compte que le stockage de ces données et le stockage de toutes ces informations coûte beaucoup d'argent. Alors, on va dire que cela coûte beaucoup d'argent, non seulement en termes d'appareils, en termes de matériel physique, mais aussi en termes de personnel. De personnel pour gérer tout ce matériel, en termes de consommation d'électricité, d'énergie, parce que ce sont des appareils qui consomment beaucoup d'énergie, etc. Donc, en un mot, cela vient avec de nouveaux problèmes, cela crée de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Pour répondre à cette question, on va avoir l'apparition d'une nouvelle technologie dans l'écosystème qu'on appelle aujourd'hui communément le cloud. Le cloud qui veut dire nuage en français, c'est-à-dire il est au-dessus. Nous sommes sur la Terre et puis le nuage, il est au-dessus. Tout le monde le voit, tout le monde, etc. Donc, de façon vraiment basique, imaginez un seul instant que vous habitez un quartier, une ville, ou encore vous fréquentez une université ou un collège, et vous avez une bibliothèque à l'intérieur de ce collège, cette université ou dans cette ville. Et lorsque vous avez besoin de travailler ou lorsque vous avez besoin d'accéder à certains documents, vous vous rendez à la bibliothèque, vous accédez aux documents dont vous avez besoin et quand vous finissez, vous repartez chez vous. Les documents sont stockés là-bas. Certains de ces documents sont accessibles à tout le monde. Certains de ces documents ne sont accessibles que par vous. Vous les avez achetés, vous les conservez là-bas. Ça vous évite de les conserver chez vous. Là-bas, ils sont plus en sécurité, il y a plus d'espace, etc., etc. Alors, de façon simple, c'est comme ça qu'on va imager le cloud, pour expliquer ce que c'est. Le cloud, c'est tout simplement un endroit de stockage, un local, où vous stockez des données auxquelles vous pouvez avoir accès. Après, ces données peuvent être des applications, etc. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Donc, le cloud vient aussi avec son lot de compétences, d'expertise. On va parler de Cloud Administrator, on va parler de Cloud Engineer, c'est-à-dire ingénieur cloud, administrateur cloud, etc. Alors, on va continuer toujours et pour dire que l'évolution toujours dans la chaîne, l'évolution étant continue et perpétuelle, on en arrive maintenant à ce qu'on appelle communément le machine learning. Le machine learning et surtout l'intelligence artificielle. Le machine learning, c'est juste un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut rappeler que, à titre d'information, au niveau de la technologie, l'expérience s'est rendu compte que la capacité, la vitesse de calcul et les capacités des différents appareils, des différents composants à l'intérieur, c'est-à-dire les processeurs, etc., pratiquement double chaque 2 ans et demi à 3 ans. Donc, on a une évolution qui est vraiment exponentielle, qui est rapide et à laquelle il faut s'adapter. À un moment, on en arrive au stade du machine learning donc, et de l'intelligence artificielle, qui sont tout simplement des formes encore plus évoluées de programmation informatique. C'est-à-dire, à ce stade-là, on en arrive à pouvoir créer des programmes à partir d'algorithmes. Les algorithmes, c'est un ensemble d'instructions. De façon basique, c'est comme ça qu'on va définir ça.
Par exemple, vous faites la cuisine, vous êtes en train de préparer un gâteau. Vous savez que d'abord, vous devez casser les œufs, ensuite mélanger la farine, etc. L'ensemble de ces instructions-là, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Alors, pour en revenir à l'informatique, on va dire que l'intelligence artificielle et le machine learning, c'est un stade où on en arrive à pouvoir écrire des programmes qui vont pratiquer de l'apprentissage. C'est-à-dire, en fonction de certaines conditions, ces appareils-là ou bien ces programmes-là vont fournir certains résultats de façon automatique, sans être au préalable programmées. Elles vont apprendre de l'environnement dans lequel elles se trouvent ou bien des instructions qui leur sont fournies et en fonction de certaines conditions, elles vont fournir des résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu de façon vraiment basique, l'intelligence artificielle et le machine learning. Voilà. Et une fois que ces calculs-là sont effectués, ces instructions-là sont traitées, l'appareil va donc fournir des résultats et ces résultats-là peuvent se solder par la réaction ou bien, c'est-à-dire la machine va fournir un certain résultat ou adopter une certaine attitude. On va essayer de s'en arrêter là, la définition de ces deux concepts-là, mais juste pour que vous compreniez. Et à ce stade-là aussi, il faut des gens qui ont certaines compétences en programmation, etc. Ça s'apprend. Donc, dans certains langages de programmation, pour pouvoir développer des applications, pour pouvoir développer des outils qui vont faciliter la vie de tous les jours à partir de concepts des deux concepts de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ensuite, pour le dernier point de ce schéma explicatif-là, et l'un des points les plus importants d'ailleurs, on va dire que à chaque niveau, à chaque stade de cette chaîne, de cet environnement-là, l'information a besoin d'être constamment protégée, sauvegardée. Elle a besoin d'être constamment sécurisée. Et c'est là qu'intervient la cybersécurité. C'est là qu'il faut mettre en place des mécanismes pour protéger non seulement les données, les informations, mais aussi les personnes, les biens, les acteurs en fait, et même les utilisateurs de cet environnement-là. Et de façon basique encore, on va dire, généralement cette protection-là, elle est bâtie autour de 3 axes, que sont premièrement la confidentialité de l'information, la confidentialité des données, etc. Et quand on parle de confidentialité, on veut dire par là, elles ne sont accessibles qu'à qui en a l'autorisation. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire que cette information ne peut être modifiée que par celui ou celle qui en a l'autorisation. Et le troisième axe, c'est la disponibilité, c'est-à-dire cette information-là doit être disponible à tout moment à qui en a l'autorisation. Donc, ce sont les 3 grands axes autour desquels est bâtie la cybersécurité. On parle de la triade CIA, c'est-à-dire confidentiality, integrity and availability, pour dire confidentialité, intégrité et disponibilité. Ce sont autour donc de ces 3 axes que toute la politique de cybersécurité est bâtie. Alors tout ceci, à l'issue du schéma explicatif, nous montre un peu que l'informatique aujourd'hui est vaste et a besoin de compétences venues de tous les horizons, besoin de compétences de toutes parts. Pas uniquement que des codeurs ou des physiciens, des mathématiciens, etc. Mais par exemple des juristes aussi, qui vont définir les cadres juridiques propices en fonction de l'environnement à des phénomènes tels que la vie privée, l'identité digitale, etc. Des marketeurs, par exemple, pour comprendre et vendre, s'adapter à tout ce qui touche au e-commerce, au e-business, etc. L'informatique a besoin de spécialistes des sciences sociales pour comprendre, analyser les phénomènes humains, les phénomènes sociaux qui découlent de l'utilisation justement de l'outil informatique. L'informatique a besoin de médecins, par exemple, pour développer, améliorer tout ce qui touche à la médecine informatique, de gestionnaires de projets, pour justement mener tous ces projets-là à bien. Alors, comme vous avez pu le constater, le chantier, il est vaste et il est prometteur, extrêmement prometteur. Alors, les jeunes, les francophones en général, mais les Africains surtout en particulier, il ne faudrait surtout pas que nous restions en marge, parce que les opportunités sont là et elles n'attendent que d'être saisies. Nous avons les moyens de faire la différence, et cela passe par un peu de travail, une certaine discipline. Et très rapidement, les choses peuvent changer. Voyez-vous, quelqu'un disait que la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Soyons préparés, soyons prêts, de telle sorte que lorsque les opportunités se présenteront à nous, nous puissions saisir notre chance. Bienvenue sur Cyberpassion. On va s'évertuer au cours de nos vidéos à mettre des liens en partage vers des sites, vers de la documentation, vers du matériel gratuit pour que chacun puisse s'informer, chacun puisse se former et peut-être aller vers de nouvelles directions. N'oubliez surtout pas de vous abonner en dessous et de commenter. 3,
2, 1. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, coupez.